nous allons ouvrir nos travaux avec la première intervention de Jeanne Jalalic, qui est professeure émérite de sociologie, fondatrice et CEO du Lalich Center on Cults and Coercion, qui est autrice, qui nous vient des USA et qui est là et que j'invite à la tribune. Là. À la tribune. Ici. Yes, you come here. Everybody see you on the tribune, hein? Je suis pas sûr qu'elle comprenne mon anglais, mais... Et donc le thème de l'intervention de Mme Lalich est 38 ans dans la sectiverse. Qu'avons-nous appris après 38 années de travail? When I talk. Okay. Are we ready? Am I ready? Voilà, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, magnifique. Bonjour. Oui? Okay. Oui, bonjour, magnifique. Do you have my PowerPoint? Est-ce que vous voyez mon Do you PowerPoint? have my PowerPoint somewhere? Vous le voyez, le PowerPoint, d'une manière ou d'une autre? No? So how do we make it go to the next one? Alors oui, comment je fais défiler le PowerPoint? Ah ben voilà, c'est facile, magnifique. So, Alors, très bien, do I press this? No. This really should say 50 years voici. in the cultiverse. En réalité, on devrait dire 50 ans dans le sectivore. Bon, commençons dans les années 1960, lorsque le mouvement de contre-culture a été un terreau fertile pour les nouveaux mouvements religieux et spirituels. Alors initialement, les patients inquiets et des membres du clergé ont été les premiers observateurs des sectes. Ils ont tiré la sonnette d'alarme sur les jeunes qui rejoignaient ces groupes. Vous voyez ici à l'image certains groupes très actifs lors du recrutement. Vous en reconnaîtrez peut-être. Alors, tout d'abord, la première réponse était dans la réaction. Elle n'était pas coordonnée. Cela a débouché sur des méthodes de déprogrammation polémiques qui ont été réalisées par des personnes comme Ted Patrick, des déprogrammations forcées. Pas de reconnaissance des sectes au-delà des mouvements religieux et spirituels. Cette ère a été connue comme l'ère des mouvements de Jésus. C'était très actif sur les campus, tout particulièrement en Amérique, mais probablement aussi dans d'autres pays. Alors, dans les années 1970-1970, c'était un tournant dans l'attention professionnelle sur le phénomène sectaire. Le docteur Margaret Singer et Robert J. Lifton ont commencé à appliquer des théories de réforme de la pensée et de persuasion coercitive aux groupes contemporains. Leur groupe, c'est le premier cadre systématique pour appréhender l'opération, le fonctionnement de ces groupes. Nombre d'entre vous les connaissez probablement. Vous connaissez peut-être Margaret Singer. Je ne sais pas si elle a donné des conférences ici, mais en tout cas, elle était très connue aux États-Unis. Ensuite, nous arrivons aux années 1970-1980 et aux événements tragiques. Ce sont des événements qui ont jalonné le discours universitaire et public que j'énumère sur ce transparent. Dans les années 70 et 80, nous avons été confrontés à un changement capital dans la sensibilisation à ces groupes et à leur péril. Nous avons été confrontés à la tragédie de Johnston, qui était un tournant. Cela a débouché sur davantage de sensibilisation des académiques et du public. Cela a suscité un débat intense également sur la liberté religieuse et sur la sécurité publique. Lors de cette période, la Fondation Liberté des citoyens a été créée, CFF en anglais.
qui a débouché sur le réseau de sensibilisation des cultes, des sectes donc à Chicago dans les années 70. Ce CAN, c'était le premier soutien organisé pour les familles touchées par les sectes. Alors à l'époque aussi, nous avons également été témoins du premier grand procès contre les sectes et contre les LGAT, les formations de sensibilisation en grand groupe. Vous en avez peut-être entendu parler. Je ne sais pas si c'était une si grande réalité ici, mais ce sont des organisations qui ont des réunions énormes rassemblant des centaines de personnes pour vous sensibiliser à quelque chose. C'est pour ça qu'on a appelé ça des formations de sensibilisation en grand groupe, LGAT en anglais. Puis les années 90, 90. C'est une nouvelle vague avec le mouvement du Nouvel Âge. Ces approches étaient plus sophistiquées pour le recrutement et à l'époque, ils ont également développé des approches plus systématiques pour aider les familles et les membres de sectes. Alors à l'époque, nous avons été confrontés à la formation de la Fondation des familles américaine que l'on appelle aujourd'hui EXA. Lorsque cette fondation a été créée, ce fut le premier forum professionnel pour la recherche et l'éducation. Alors, vous voyez ici quelques groupes des années 80, 90. Alors, vous créez votre propre réalité. C'était le mouvement du Nouvel Âge. Il y avait Madame Blavatsky, Gurdjieff, les écoles Waldorf sont connues ici, et aussi Elisabeth Clare-Prophet. Nous avons été confrontés aussi à la branche des Davidiens, catastrophe au Texas. Alors, aussi les attentats de Tokyo en 95, Temple solaire en Suisse, au Canada, en France aussi, si je ne m'abuse, 94-95. Et puis le culte du portail du paradis en 97 et 39 suicides aux États-Unis. Voilà, oui, ça passe, très bien. 1984, grande attention fixée sur le groupe dirigé par Bhagwan Shree Rajneesh et premier incident de guerre biologique dans l'État d'Oregon aux États-Unis. Rajneesh est devenu très populaire. C'était un moment de grande popularité pour les gourous indiens. C'était un rejet de la science, c'était l'adoration des voies orientales, si vous voulez. Ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin des années 1960, les États-Unis ont changé les règles sur l'entrée sur le territoire américain. Le quota pour les Asiatiques susceptibles de venir dans le pays, qui avait été fixé lors de la Deuxième Guerre mondiale, a été facilité. De nombreux gourous sont alors venus aux États-Unis, car ils savaient que les Américains ne connaissaient pas les traditions indiennes de gourous. La plupart de ces gourous n'étaient pas acceptés en Inde. Ils ne relevaient pas de la communauté autorisée de gourous en Inde. Ils sont venus aux États-Unis pour leur recrutement, ont été couronnés d'un grand succès. Davantage de mouvements bouddhistes, de méditation, des ashrams un peu partout. Et les voies orientales ont été perçues comme la vérité à l'époque par certains. Puis dans les années 1990, de nouveaux défis se sont fait jour pour notre mouvement. Alors le mouvement de sensibilisation des sectes a été mis en faillite par l'Église scientologique qui l'a acquis avec le nom, la marque déposée, le numéro de téléphone.
Ça, c'était vraiment une grosse régression pour nous aux États-Unis à l'époque, nous qui tentions d'aider les familles et les anciens membres de sectes. À l'époque aussi, nous avons été toutefois confrontés à une reconnaissance politique de différentes sectes, notamment les sectes commerciales, les groupes de marketing à plusieurs niveaux. Alors, ce sont les apologistes des sectes ont également connu un grand succès à l'époque. Ils tentaient de dédramatiser l'impact de ces groupes en les qualifiant plutôt de nouveaux mouvements religieux. Ils ont également eu un grand impact dans le système judiciaire lorsque l'on tentait d'exiger des comptes aux sectes. Ils ont également attaqué Dr Mark Singer, qui était très important dans ces affaires en justice. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour la discréditer. À l'époque aussi, travail important de mon collègue Benjamin Zablocki. Benjamin a été l'une des personnes qui s'est vraiment opposée à ces sectes. Avec lui, nous allions très fréquemment à des conférences pour confronter ces sectes, pour nous y opposer et pour tenter d'amoindrir leur impact. Alors, s'agissant de la déprogrammation qui remonte aux années 60 et 70, il a été indiqué que c'était un crime d'enlever une personne qui était dans une secte pour changer sa manière de percevoir le monde. Et donc, des techniques intéressantes ont été développées, notamment les thérapies de sortie. Aux États-Unis, il existe un centre de rééducation, Wellspring, dans l'Ohio. Il n'y a pas que lui. Plusieurs centres existaient, n'existent plus, car ces centres n'ont pas eu suffisamment de financement pour préserver leurs activités. Alors aussi, il y avait différents types de médiation professionnelle avec des familles, des adeptes de sectes et des interventions de thérapistes. Des thérapistes ont compris le phénomène sectaire et ses séquelles et ont été en mesure d'aider les familles et les victimes des sectes. Vous connaîtrez peut-être Rachel Bunstein à Los Angeles à l'époque. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'était l'un des psychologues les plus connus qui travaillait à aider les anciens adeptes de sectes. Alors, dans les années 80 jusqu'à ce jour, on voit l'impact des apologistes sectaires. Ce sont des gens qui sont passés maîtres dans l'art de se présenter comme des experts. Ce sont des gens qui tentent de distancer en réalité les familles, les soutiens de toutes les personnes critiques envers les sectes. Ils ont pu s'infiltrer dans les revues universitaires, les conférences, la presse. Ils influencent le contenu des manuels afin de vraiment atténuer les critiques. Ils disent que les sectes n'existent pas, le lavage de cerveau n'existe pas. Et je sais bien, j'y ai été confronté, toute introduction dans les manuels de sociologie et de psychologie, toute introduction contenait une section sur les sectes qui disait que les sectes n'existent pas, que c'est du lavage de cerveau, que c'est de la discrimination. Ces gens ont une influence considérable sur la perception générale des sectes aux États-Unis. Alors, ils ont également tout fait pour créer des obstacles aux témoignages d'experts. Alors, j'y ai été confronté moi-même. En réalité, des personnes ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour m'empêcher d'être qualifié comme expert. Ils l'ont fait avec le docteur Singer aussi, mais nous sommes battus et nous avons triomphé, je crois. Alors, aussi, des alliances ont été réalisées avec, ils ont tissé des alliances, donc eux, avec des groupes de plaidoyer pour défense religieuse. Des organisations ont totalement changé et ont
des points de vue équilibrés maintenant. Et ça a eu un effet sur le mouvement, bien entendu. Alors aussi, un travail très important de Richard Coverlia, vous connaissez, il a confronté les apologistes, il a écrit des articles, il s'est insurgé contre ce que ces gens ont fait. Il a publié son dernier livre assez récemment, Aucun gourou, les secte e i loro difensori. Voilà, il le dira mieux que moi, en tout cas, dit l'oratrice. Puis, nous avons aussi Benjamin Beit Halami, israélien, qui a beaucoup travaillé pour tenter d'exposer les activités de ces apologistes sectaires. Ce fut un travail très important aussi pour notre mouvement. Alors, où suis-je? Où suis-je? Ensuite, passons aux années 2000, 2010. Ici, nous avons commencé à mieux comprendre le type de personnes qui étaient recrutées par les sectes et les besoins ressentis lorsqu'ils sortaient de ces sectes. Donc, on a accumulé des connaissances sur les expériences des lesbiennes LGBTQ. Nous avons également eu plus de sensibilisation au sujet des enfants qui avaient grandi dans les sectes et des lignes directrices ont été élaborées dans certains États pour essayer de limiter la participation d'un parent qui était dans la secte alors que l'autre ne l'était pas, par exemple, pour essayer vraiment d'assurer la garde et la protection des enfants. Nous avons vu également l'intégration de la psychologie orientée sur le traumatisme et le travail avec les anciennes personnes qui avaient appartenu à des sectes a commencé. Donc, on s'est penché sur le syndrome de stress post-traumatique complexe, notamment. Beaucoup de groupes d'experts ont vu le jour. On a également reconnu les similitudes qui existaient entre la traite des êtres humains, la violence familiale et d'autres contextes de contrôle coercitif. Donc, comme vous le voyez, nous avons commencé à reconnaître différentes formes de sectes et les expériences très variées des survivants. Et c'était très important, en fait, de comprendre qui était recruté, parce qu'en fait, personne ne pouvait y échapper quasiment. Alors, je vais passer rapidement à la diapo suivante. Donc, encore une fois, comme je le disais, nous avons mieux compris la situation des adeptes nés dans les cultes, dans les sectes, avec notamment l'ouvrage Escaping Utopia, donc Échapper à l'utopie. Nous avons vu également une sensibilisation croissante au sujet de l'utilisation des plateformes en ligne, ce qui a permis d'avoir une meilleure connexion entre les survivants et de leur apporter du soutien. Nous avons vu également l'expansion de manipulation, des recherches dans la manipulation psychologique. Puis nous avons vu l'impact de l'Internet, évidemment, dans la reconnaissance de la dynamique sectaire avec la mouvance QAnon, les anti-vax, les groupes d'extrême droite. Cela a vraiment changé la façon dont nous avons regardé les adeptes des sectes. Au départ, on se disait qu'il fallait avoir un contact personnel pour être impliqué dans une secte, mais nous avons vu que le recrutement pouvait commencer sur Internet et que tout avait changé. Ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'appartenir à une communauté pouvait naître sur Internet, même s'il n'y avait pas de contact personnel direct. Et cela a vraiment changé la façon dont nous avons vu les choses et cela a également changé la façon dont nous avons réfléchi aux solutions. Nous avons également commencé à nous pencher sur les questions de narcissisme et de gaslighting ou détournement cognitif avec notamment le docteur Ramini Durvasula et le docteur Robin Stern aux États-Unis. Et nous avons vu une tension maintenue entre les chercheurs critiques dont
je faisais partie, et ceux qui se considéraient comme les érudits ou les chercheurs liés aux nouveaux mouvements religieux. Alors, voici les quelques mouvements qui sont nés à l'ère d'Internet. Donc, vous voyez les anti-vax, les groupes fondamentalistes, la mouvance Canon. Et nous avons également Twin Nights Universe. C'est un groupe qui est tout à fait en ligne et qui compte des milliers de membres à travers le monde. Et c'est un groupe qui exerce la force sur les adeptes. Alors, ils avaient recruté trop de femmes au départ. Ils ne trouvaient pas d'hommes pour les marier et donc maintenant, ils encouragent la transition. Ça a des effets dévastateurs sur les familles. Alors, dans les années 90 et 2000, nous avons eu plusieurs publications importantes qui ont pu mettre en lumière ces nouvelles théories, ces nouveaux concepts. Donc, nous avons des publications rédigées par moi-même, le docteur Singer. Nous avons également discuté de la question du lavage de cerveau. Et notre collègue est ici dans la salle d'ailleurs. Alors, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ce domaine continue à se développer. Nous accumulons des connaissances, des expériences de survivants. Nous voyons qu'il y a des approches que nous pouvons adopter pour lutter contre ce traumatisme. Nous voyons également l'utilisation de cette emprise sur Internet. Nous voyons également l'intégration de recherches plus larges en matière de psychologie et de sociologie. Nous voyons également des tensions entre ceux qui veulent présenter des excuses et les survivants, et nous reconnaissons quand même de plus en plus la dynamique sectaire dans différents contextes et dans différents groupes de la population. Alors, en ce qui concerne le rétablissement ou la récupération après un passage dans la secte, nous voyons qu'il n'y a pas de recette miracle. Bien entendu, les besoins sont différents. Nous voyons qu'il y a des impacts qui sont surtout psychologiques et donc il y a différentes méthodes que l'on peut utiliser pour aider les différents types de survivants, survivantes. C'est très important. Bien entendu, nous nous sommes penchés également sur les expériences vécues par les femmes et l'effet des sectes sur les femmes. Je ne vais pas entrer dans les détails vu le temps qu'il me reste. Nous nous sommes penchés sur les expériences de la communauté LGBTQ et de leurs besoins spécifiques pour sortir d'un mouvement sectaire. Nous nous sommes penchés sur les expériences des personnes qui sont nées ou élevées dans des sectes. C'est une nouvelle partie de la population aux États-Unis. Nous voyons des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes qui sont concernées. Et je dis toujours que c'est la question de santé publique la plus importante aux États-Unis qui est complètement passée sous silence. J'en parle beaucoup, il n'y a aucun service, aucune ressource disponible pour aider les enfants qui sortent d'une secte, quel que soit leur âge. Et donc ça, c'est un problème majeur. Bien. Ensuite, les implications en matière de soutien. Nous avons voulu élaborer des formes de formation spécialisées avec des groupes spécialisés, avec des thérapeutes, des personnes qui travaillent avec les survivants, pour que ces personnes comprennent mieux également le large éventail de problèmes et de besoins pour les survivants. Nous avons également beaucoup d'évolutions dans le monde juridique et du plaidoyer. Nous avons reconnu qu'il était difficile de prouver les dommages psychologiques. Parfois, lorsqu'on allait voir les experts, on nous faisait sortir de la salle de cours parce qu'on nous disait que c'était une question religieuse. C'était très difficile d'être dans la salle d'audience. Et donc, il faut trouver des moyens de contourner ces contraintes. Ensuite, nous avons vu de nouvelles évolutions, surtout en Nouvelle-Zélande et en Australie. De l'autre côté du monde, ils ont beaucoup travaillé sur les sectes. L'année dernière, ils ont organisé une conférence et ils ont mené une enquête pour essayer d'attirer les personnes qui sont sorties des sectes pour mieux connaître leurs besoins et pour les transmettre au gouvernement. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée puisque c'est le gouvernement qui a pris cette problématique à bras le corps.
Qu'en est-il de la suite? Il est important de créer des précédents en ce qui concerne la garde et la protection des enfants. Je travaille beaucoup sur ces affaires judiciaires et juridiques aux États-Unis. Parfois, elles sont couronnées de succès. Il y a également des poursuites au pénal. Nous devons voir quels sont les liens avec la traite des êtres humains. Et aux États-Unis, ce qui est important également, c'est de pouvoir essayer de condamner ces groupes pour traite des êtres humains ou violence, parce qu'alors les peines seront plus importantes. Et je pense que c'est vraiment très important parce que ces sectes survivent grâce à ces traites d'êtres humains. Et bien entendu, il est important de ne pas travailler autour de ces poursuites pour rien. Il est vraiment important d'arriver à un résultat et cela peut passer par ce parallèle avec le trafic ou la traite d'êtres humains ou le trafic à des fins sexuelles. Alors, nous avons beaucoup de documentaires qui ont été réalisés. Ils sont très sensibles aujourd'hui et plus vraiment sensationnels. Nous avons également des poursuites qui ont été couronnées de succès. Vous voyez ici Larry Ray, qui a reçu une peine de plus de 50 ans en prison pour des questions de trafic sexuel. De l'autre côté, nous avons une affaire qui vient de se terminer sur la secte de l'orgasme à San Francisco. Les deux leaders ont été condamnés pour trafic sexuel. C'étaient des femmes, ce qui est un peu inhabituel dans le domaine des sectes. Ensuite, nous avons également un leader qui a été condamné pour avoir épousé des filles mineures. Alors, il essaye toujours de diffuser ses idées sectaires en prison, mais il a été condamné. Et il y a également un autre personnage qui a été condamné pour blanchiment d'argent et d'autres peines fédérales. En fait, il a été condamné à 120 ans d'emprisonnement, donc au moins il est à l'ombre pour un bon bout de temps. Alors, nous avons encore également ici une église mexicaine qui est présente à travers le monde. En Californie, au Mexique, à Guadalajara, et il y a au moins 4 affaires qui sont en cours, des affaires judiciaires contre les dirigeants, beaucoup de violences sexuelles également qui durent depuis des décennies. Et ici, vous voyez une photo de leur église à Los Angeles. Donc voilà, nous avons quand même réussi à obtenir des résultats dans ces poursuites judiciaires, mais malgré tout le travail que nous avons mené, malgré tous les accomplissements, malgré toutes les réussites au cours de ces dernières années, c'est vrai qu'il y a des choses très positives que nous avons obtenues, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Merci.